Martineau. Deuxième heure que je passe avec Jules Torres. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Bonsoir à Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique. Bonsoir à vous Adrien Clouet. Bonsoir. Vous êtes député LFI de Haute-Garonne et vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Nous serons rejoints Affaires sociales. Affaires sociales, oui, c'est vrai. Je vais un peu trop vite dans mon texte, c'est écrit noir sur blanc. Mathieu Lefebvre va nous rejoindre tout à l'heure au téléphone, député Renaissance du Val-de-Marne, et Laure Lavalette, députée de Toulon et du Var, porte-parole du RN pour, comment dirais-je, décrypter ce qui n'est pas encore décryptable, puisque je regarde sur mes écrans de contrôle, le président de la République nous a habitués à être en retard, et c'est le cas encore ce soir, ça devait être 20h10, et puis il est 20h14, et toujours pas d'Emmanuel Macron à la télévision. Alors je vous propose, en amuse-bouche, si vous le voulez bien, d'écouter Jean-Luc Mélenchon qui était en meeting en Ardèche ce soir et qui a déjà fait une première punchline, comme on aime à les appeler ici à Europe 1, sur cette prise de parole qui doit avoir lieu dans quelques instants. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Le président de la République, paraît-il, organise son retour sur la scène. On n'avait pas vu quand il en était parti parce que ça nous aurait soulagés. Mais non, il revient et il va répondre à toutes sortes. Et alors, on a annoncé qu'il y aurait des propositions extrêmement importantes au point de modifier la programmation des matinales, l'Élysée se chargeant d'appeler lui-même les télévisions pour indiquer qu'il fallait prendre ça en compte dès demain matin. Alors, il est possible que ce soit une comédie comme une autre. Un camarade me dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, qu'est-ce que je te dise? Ils vont quand même pas téléphoner pour dire, écoutez, on s'en fout, ce soir ça va être un tas d'inepties comme d'habitude, et donc ça n'a pas d'importance. Il faut bien qu'eux-mêmes survendent l'événement pour que vous vous précipitez tous à aller regarder. Alors, Adrien Clouet, vous venez d'entendre Jean-Luc Mélenchon. Je vous vois sourire. Est-ce que vous souriez parce que c'est drôle ou est-ce que vous souriez parce que vous avez l'obligation de sourire, comme le laissent entendre les journalistes qui ont écrit La Meute? Non, je vous invite à lire soit des bons romans, soit des livres scientifiques. Comme ça. Il y a d'ailleurs un roman qui sort en ce moment qui s'appelle La Meute aussi, mais d'un autre auteur. Oui, tout à fait. Comme quoi, vous voyez, même là-dessus, il n'y a pas d'originalité. Donc, non, je souris parce que je suis d'accord et évidemment amusé par le trait d'esprit. Bon. Ce soir, on ne sait pas ce que va faire Monsieur Macron. Ça rappelle les grandes heures de l'ORTF, convocation générale de tout le monde. Maintenant, il y a différentes options. Évidemment, celle que j'aimerais entendre, c'est qu'il s'en aille. La deuxième, c'est qu'il présente des excuses. La troisième, c'est qu'il abroge la réforme des retraites. Si jamais aucun de ces 3 points n'est à l'ordre du jour ce soir, c'est sûr que je vois assez peu d'intérêt à la grande messe médiatique. Bon, en tout cas, là, ça vient de commencer. On voit un camarade Gilles Boulot de TF1 faire une présentation de cette première émission. Peut-être Jules Torres, une réaction à ce que vient de dire camarade Adrien Clouet d'LFI. Oui, non, mais déjà, le RTF sur TF1, j'avais jamais vu ça. Et deuxièmement, c'est absolument certain qu'il n'y aura pas d'abrogation des retraites, mais est-ce que quand vous tenez ce discours-là, ce discours de Jean-Luc Mélenchon également, est-ce que vous n'aggravez pas une fois de plus la légitimité du président de la République qui a le droit de s'exprimer devant les Français, qui a le droit de parler 2h30 à des millions de Français sur une chaîne privée, encore une fois? Mais personne n'a contesté le droit de qui que ce soit. Après, on fait de la politique. Monsieur Macron, il vient nous expliquer ce soir quelle va être sa prochaine lubie. Bon, il en a tout à fait le droit. Qu'est-ce que vous en savez? Gouvernement. Dans ce cas-là, vous avez raison. Peut-être qu'il vient pour ne rien dire, ce qui est encore pire. Vous avez raison. Mais vous avez raison que c'est une option, et la seconde est encore pire que celle que j'avais envisagée. Mais je vous vois encore plus dur et anti-macroniste que moi, ce qui fait plaisir. Donc, on est évidemment en capacité d'attendre beaucoup de choses de Monsieur Macron. On va rappeler que Monsieur Macron tient par un gouvernement qui est minoritaire parce qu'il a perdu différentes élections. Et donc, à partir de là, Monsieur Macron, s'il vient nous expliquer ce qu'il a envie de faire lui dans le pays alors qu'il a perdu les élections, je pense qu'effectivement, il lui manque quelques éléments de légitimité, par exemple électorale, pour venir nous expliquer ce qu'il souhaite faire. Et donc, s'il souhaite se reconnecter au peuple, puisque c'est un des éléments de langage de la soirée, qu'il commence par l'écouter. Lorsque je donnais l'exemple de la réforme des retraites, il y a des mobilisations générales dans le pays pour obtenir l'abrogation des textes qui passent en force dans ce pays. Jean-Michel Salvatore. Ouais, sur la forme, pourquoi une telle violence dans vos commentaires et dans vos appréciations sur une émission qui n'a pas encore eu lieu? Bon, c'est quand même le président de la République. Il a quand même le droit à un minimum de respect, même si vous contestez ses choix, même si vous contestez ses idées, même si vous contestez son double quinquennat, il a quand même le droit d'avoir un minimum de respect et d'égard, parce qu'il est le président de la République et que dans une démocratie moderne, on doit respecter ses adversaires, même si on les combat politiquement. De quelle violence parlez-vous? De celle que j'entends. Quand vous dites quand M. Mélenchon dit le président de la République va parler et une fois de plus on va avoir le droit à un tas d'inepties, mais comment peut-on terrible, parler du président? Attendez, excusez-moi, mais pourquoi? Oui, c'est affreux.
Enfin, c'est affreux. Non, mais de dire que le président de la République pourrait dire des inepties, c'est terrible. Vous avez raison. Sa parole est sacrée et on sera très attentif à ce qu'il dit. On répétera en chœur, on brûlera des cierges le soir en son hommage, si vous le souhaitez. On a quand même le droit d'estimer qu'un propos est plus ou moins intéressant, plus ou moins attendu et qu'on est plus ou moins en accord. La personne du président de la République n'est pas en jeu ici. Moi, je le connais pas personnellement, j'ai pas d'avis sur monsieur Macron, évidemment. En revanche, en tant que président de la République, on peut estimer que les dernières interventions qu'il a pu faire dans le débat public ou les textes de loi sur lesquels il souhaite qu'on s'exprime ne sont pas forcément bienvenus et donc être des opposants politiques, ce qui conduit, à mon sens, à penser que cette grande messe de ce soir, soit elle accouchera d'éléments d'un langage très formaté, soit d'éléments avec lesquels j'imagine être en désaccord s'il veut maintenir la politique qu'il a conduite jusqu'à présent, soit il présente des excuses et dans ce cas-là, effectivement, je serais ravi de les accepter. Jules Torres. Non mais ce que vous nous dites finalement, c'est la suite logique de la stratégie de la France Insoumise depuis certains mois, c'est-à-dire que vous souhaitez la démission du président de la République, vous considérez que finalement la parenthèse Macron dans l'histoire de France est terminée, que le livre est de toute manière terminé et que les 2 prochaines années ne servent à rien. Et finalement, le problème c'est qu'avec c'est le leçon de démocratie, puisque c'est ce que vous nous dites quand vous nous parlez de l'ORTF, quand vous nous dites que un président raconte des inepties, que finalement il a plus de légitimité. Est-ce que c'est pas un petit peu osé de la part des représentants de la France Insoumise de donner des leçons de démocratie quand vous êtes le représentant d'un parti où la démocratie est le moins représentée? Adrien Clouet. Non, parce que bon, j'imagine bien que vous faites référence à un livre qui est sorti récemment. Ah, pas seulement. Du coup, je serais curieux de savoir à quoi d'autre vous faites référence. Moi, je fais partie d'un mouvement politique dans lequel il y a une convention qui a lieu tous les 4 mois, dans un groupe parlementaire dans lequel on vote lorsqu'il y a des débats. C'est normal. Les gens, ils ont des moments de discussion et d'organisation collective. En revanche, c'est vrai qu'on n'invite pas toujours la presse et les caméras à chaque fois qu'on a une discussion. Et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est le JDD est refusé à chaque fois. Donc. C'est vrai que le JDD est refusé et je peux vous dire ce soir, sans trop de surprise, que ce sera aussi le cas pour notre prochaine réunion. Vous ne viendrez pas dans nos réunions internes, ce qui est normal, il n'y a pas de souci. Nous, on vient pas à votre salle de rédaction. Par ailleurs, on n'y serait pas invité. Donc, d'ailleurs, on vous invite tous les week-ends pour venir faire des interviews. Oui, mais pas dans la salle de rédaction. Vous voyez, c'est la petite différence entre la cuisine. Venir, si vous voulez, je vous la demande tout de suite. Non, je vous remercie beaucoup, c'est gentil. C'est au 6e, si vous voulez. Non, mais vous avez un vous point dites que vous voulez pas venir, que finalement vous dites que vous voulez venir. Je comprends pas. Non, je dis qu'on n'a jamais été invité, mais je découvre ce soir qu'apparemment dans la salle de rédaction avec les actionnaires, etc. L'actionnaire est pas dans la salle de rédaction. J'imagine bien qu'autour de la machine à café, vous devez bien vous voir. Il y a des moments où il y a une discussion stratégique sur mais il n'y a pas les objectifs. On voit jamais les actionnaires. Je fais dans le bureau de Geoffroy Lejeune. On est 4-5 derrière. Non, je suis pas sûr que Geoffroy Lejeune soit actionnaire. Bon, bref. Non, Jean-Michel, c'est évidemment lui qui fait l'interface. Non, mais attendez, il y a un sujet qui est politique. Il y a un sujet qui est politique, c'est à quoi sert une formation politique d'opposition dans un régime démocratique. Ça, c'est un vrai sujet qu'il faut trancher. Je pense qu'une formation politique d'opposition, elle sert à 2 choses. Elle sert d'abord à s'opposer lorsqu'elle est en désaccord, ça c'est très clair, et je pense que au niveau de la France Insoumise, il n'y a pas de doute sur cette activité. Mais elle a aussi comme objectif et comme mission de proposer des choses, c'est-à-dire de tracer d'autres horizons sur lesquels même parfois on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas les mêmes étiquettes politiques. Je prends juste un exemple. En ce moment, vous savez, à l'Assemblée nationale, on discute du texte sur les soins palliatifs et le droit à mourir dans la dignité. Dans les débats en commission parlementaire, la moitié des amendements qui ont été adoptés sont des amendements de la France Insoumise. Par exemple, sur les modalités d'administration d'une substance létale, sur les droits de recours des personnes, sur la clause de conscience des praticiens, etc. Ça, c'est des sujets très concrets de la vie quotidienne où la France Insoumise fait des propositions qui sont adoptées, parfois d'ailleurs avec la voix de macronistes. Et c'est une bonne chose. On peut être dans une opposition sans concession et être dans une discussion politique tout le temps pour faire avancer ce qui nous paraît juste. Jean-Michel Salvatore. Non, mais là-dessus, on est évidemment d'accord. Mais là, on a plutôt entendu soit des injures, soit des éléments de bordélisation de la vie publique, plus que des propositions. Alors moi, je voudrais quand même vous interroger sur ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous parliez de convocation générale de tout le monde, de tous les médias, à l'occasion de cette émission. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et comment, à votre avis, ça marche? Parce que Jean-Luc Mélenchon explique que l'Élysée a passé des coups de fil à toutes les radios de la Terre pour les sommer de couvrir cet événement. À votre avis, ça marche comment? D'abord, il y a une rediscussion de la programmation de la soirée, parce que c'est une émission qui est particulièrement longue et donc qui invite à modifier la grille des programmes qui était prévue sur la chaîne qui l'accueille. Et puis ensuite, derrière, il est évident qu'il y a des émissions qui ont lieu pour traiter l'événement politique de la veille, comme ça se fait à chaque fois qu'il y a une intervention présidentielle. Oui, là, c'est une couverture, c'est pas une convocation générale. À partir du moment où on vous a pas demandé que personne n'a voté sur le fait qu'il parle ce soir, c'est bien une convocation. Je pense que vous n'avez pas eu l'occasion. Il faudrait qu'on vote. Il faudrait faire un référendum. Vous savez, faire un référendum sur l'annonce du référendum. Ça serait une bonne chose. Au moins, on pourrait montrer que ça nous intéresse pas. Non, mais plus sérieusement, est-ce que vous auriez une émission politique est-ce que vous auriez la même rhétorique si c'était Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui à la télévision?
Mais bien sûr, il y a un sujet de savoir. C'est-à-dire, on aurait une convocation de Jean-Luc Mélenchon, vous diriez de la même chose, vous diriez, tiens, on est obligé, on convoque les Français pour regarder Jean-Luc Mélenchon. Alors, moi, je peux vous assurer une chose. Non, mais je peux vous assurer une chose très claire, c'est que si Jean-Luc Mélenchon était président de la République, on n'aurait pas des émissions où on passe de 3 minutes en 3 minutes entre 15 personnes différentes, sans continuité, sans fil directeur, sans annonce politique. On aurait une émission politique dans laquelle un chef d'État livre une analyse politique de la situation qui peut être soumise à l'altérité, c'est-à-dire des journalistes politiques par exemple qui viennent apporter la confrontation ou poser des questions, ce qu'on a longtemps fait quand même dans la démocratie avant qu'on invente cette idée que finalement on passe 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Il y a deux journalistes politiques, il y a Gilles Boulot et Marcus Rochebin qui sont là. Oui, mais on peut regarder une autre chaîne, on peut regarder France 2, on peut regarder bien sûr, l'heure des pros sur CNews. Voilà. Encore heureux, mais vous avez bien vu que la structuration de l'émission, elle est quand même très étonnante, c'est-à-dire que vous avez des séquences de très peu de temps qui sont passées avec différents interlocuteurs qui permettent quand même pas d'aller au fond des dossiers. C'est-à-dire on aura une vision très superficielle. On n'a pas regardé. Il va y avoir Sophie Binet tout à l'heure, par exemple, de la CGT. Il va y avoir Robert Ménard, qui, je pense, n'a pas exactement les mêmes idées que M. Macron, en tout cas sur certains sujets. Et les vôtres. Mais bien sûr. Mais vous savez bien que dans une émission qui dure c'est 2 heures, c'est 2h30 même peut-être. Bon, vous avez une émission. D'ailleurs, vous voyez, on ne sait même pas quand est-ce que ça finit. C'est-à-dire, mais non, mais parce que vous avez une durée d'émission. Oui, mais pareil. Vous avez, c'est une très belle citation. Vous avez une durée limitée d'émission avec un nombre très important d'invités qui sont interlocuteurs du président de la République, du chef d'État. On ne pourra pas aller au fond de beaucoup de dossiers. C'est-à-dire, on aura 5-10 minutes sur différents sujets. Et je trouve que ça peut être parfois dommage. Et on mériterait d'avoir la doctrine, la théorie de M. Macron dans pas mal de dossiers qui sont des dossiers d'actualité. On commence à la connaître. Par exemple, sur la question industrielle, moi j'aimerais bien savoir pourquoi M. Macron, comment il peut justifier de refuser qu'on nationalise ArcelorMittal. Voilà, ça c'est une question concrète qui se pose aujourd'hui. Pourquoi le gouvernement refuse? Est-ce que vraiment, en 5 minutes, au détour de 4 phrases, on pourra avoir une explication de ça? Moi je voudrais le comprendre. Il a sans doute ses raisons à lui, je ne les partage pas, mais il faut qu'on puisse avoir cette discussion politique. Madame Binet aura 15 ou 20 minutes pour lui demander. Et oui, mais vous voyez bien que Madame Binet, oui, mais vous voyez bien que Madame Binet, elle a pour tâche de parler des questions sociales, des salaires, de l'industrie, des retraites. Là, c'est l'emploi. Elle a quand même pour tâche, oui, mais elle a une séquence d'émissions qui couvre énormément de sujets différents. Donc elle devra faire des choix qui sont évidemment très coûteux, et je trouve que l'émission n'est pas organisée de manière à avoir le fond de la pensée du président de la République, mais lui permettre de papillonner d'un moment à l'autre, et en réalité d'avoir demain une séquence de matinale qui fera du commentariat non-stop de ce qu'a pu faire et ce qu'a pu dire M. Macron. Et par ailleurs, on sait que beaucoup de commentateurs ont voté pour lui aux 2 dernières élections présidentielles, donc ça ne renforce pas évidemment l'adhésion qu'on peut avoir à ces matinales. Comment est-ce que vous vivez, Adrien Clouet, la commission d'enquête sur LFI de Laurent Wauquiez? Comme beaucoup d'actions de M. Wauquiez. M. Wauquiez, il est en congrès, donc c'est je te tiens par la barbichette avec M. Retailleau pour savoir qui est le plus à droite, et faire des démonstrations. Mais bien sûr, c'est la course à l'échalote pour savoir lequel sera le plus à droite. Donc maintenant, après avoir demandé l'interdiction d'à peu près la moitié des associations du pays, ils vont se mettre à vouloir interdire les partis politiques de gauche. Il a dit non dans le JDD la semaine dernière. Ils ont fait le coup sur les droits de l'homme, ils ont fait le coup sur Amnesty. C'est des gens qui accusent à peu près toute opinion politique qui n'est pas la leur de constituer une menace pour l'intégrité de la République ou de la nation. Donc, on commence à être habitué à ces excès-là. Donc moi, je prends ça, franchement, même avec le sourire. Jules Torres. Oui, donc sur l'interdiction de la France Insoumise, c'est une question qui a été posée puisque sa proposition de lancer une commission d'enquête parlementaire, il l'a fait dans le JDD. Et la question suivante, c'était sur l'interdiction de la France Insoumise. Il a répondu que non. Bon, déjà sur ça, il est assez clair. Est-ce que vous la craignez? Est-ce que vous avez pas l'impression que quand Laurent Wauquiez, et même face à Manuel Bompard dimanche, fait la liste de potentiellement les liens entre les réseaux islamistes et la France insoumise qui sont quand même parfois étayés par l'actualité et les exemples récents nous le montrent. La semaine dernière, ce vote contre la libération immédiate de Boualem Sansal, le fait que dans une proposition, c'est quoi le rapport, je vais vous le dire, la proposition visant à lutter contre les discriminations et l'antisémitisme, il y a un amendement qui soit déposé par vos troupes enlevant justement le mot d'antisémitisme. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout ça à la fin pose quand même une question sur par quoi vous êtes guidé, par qui vous êtes guidé? Est-ce que c'est par les réseaux islamistes, l'Algérie ou d'autres pays de l'étranger? Bien sûr, et puis un complot géant, voire même peut-être les Martiens directement, en ligne directe. Non, mais c'est intéressant, on a les méthodes du JDD qui sont là, c'est-à-dire de l'insinuation et de la calomnie point par point. Mais je vais vous répondre. Vous allez me laisser répondre. Je vais vous l'expliquer. C'est une question. Non, c'est pas une question. Pourquoi c'est pas une question? Parce que... Ah non, mais je vais vous dire pourquoi c'est pas une question. Parce que vous ayez voté contre
la libération immédiate de Boualem Sansal, ça c'est un fait. Non, qu'il y a un amendement qui a été déposé sur l'antisémitisme, c'est un fait. Non, je veux bien que vous répondiez. Je vous invite à suivre la je veux bien que vous répondiez à Jules Torres, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, que ce sont des méthodes d'insinuation. Ah bah si. Il fait un travail journalistique. Il vous pose une question. Un jour qualifié de journaliste de préfecture, donc vous savez, je le connais. Bah c'est sans doute vrai, mais je voudrais revenir. Et d'ailleurs, je suis tellement dur contre Emmanuel Macron depuis tout à l'heure. Bon, alors on va laisser répondre Adrien Clouet. Bah oui, non, mais ça serait bien. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas vrai, vous faites une insinuation, parce qu'il commence par mettre le mot valise, les islamistes, puis ensuite il va sur deux textes qui n'ont rien à voir avec le sujet. Donc, c'est quoi le mot valise? Pourquoi c'est un mot valise? Bah parce que c'est un mot qui n'a aucun rapport avec les phrases qui suivent, en l'occurrence. Vous nous dites, il y aurait des liens avec les islamistes, je vous dis pourquoi? Vous nous dites parce que vous n'avez pas voté une résolution concernant Monsieur Sansal. Alors, on va expliquer pourquoi. Cette résolution, nous avons fait un amendement très simple, qui s'appuyait sur le droit international pour exiger sa libération et qui ne mettait pas dans la balance les accords de coopération entre l'Union européenne et l'Algérie. Parce que nous pensons que ce n'est pas aux binationaux ou aux Français qui vont en Algérie ou aux Algériens qui vont en France de pâtir de ce conflit qui aujourd'hui est construit par les autorités algériennes d'un côté, M. Retailleau autour du cas de M. Sansal qui devait être libéré pour des raisons de droit international et de déclaration universelle des droits de l'homme, pas pour des raisons de rupture d'un accord de coopération. Premièrement, donc l'amendement, on l'a déposé pour obtenir son adoption et faire valider le texte. L'amendement a été refusé. J'imagine que vous l'avez sans doute suivi, mais vous ne l'avez pas dit. Deuxièmement, vous avez évoqué un texte qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche dans ce pays. Ce texte, il visait à créer des instances spécifiques qui luttent contre l'antisémitisme. Nous étions d'accord avec le fait de créer ces instances-là. Nous avons proposé de mettre la définition du code pénal. Vous la connaissez, c'est celle de la loi Guesso. C'est-à-dire que dans ce pays, on n'a pas le droit de faire un appel à la haine, à la violence ou à la discrimination contre quelqu'un en raison de ses origines réelles ou supposées, de ses croyances réelles ou supposées, etc., etc. Nous voulons mettre la définition du code pénal pour intégrer toutes les sources de discrimination dans ce le mot pays. Antisémitisme. Mais on ne l'enlève pas. Mais on ne l'enlève pas. Le code pénal. Le code pénal, vous savez, il n'a pas ce mot exact. Mais vous voyez bien. Vous voyez bien le climat dans lequel vous parlez, dans le climat d'antisémitisme qui est grandissant depuis le 7 octobre 2023 sur les nombreuses, pardonnez-moi, insinuations est encore un mot un peu faible, mais sur les critiques qui ont été émises contre la France insoumise sur l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Oui, dans votre journal, ça je sais bien. Pas seulement dans mon journal, non. Si, beaucoup dans votre journal. Non, la caricature antisémite contre Cyril Hanouna, elle n'a pas été publiée dans le journal du dimanche. Attendez, vous êtes en train de nous dire ce soir que employer l'article du code pénal qui sert à réprimer le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et les différentes haines liées à l'origine réelle ou supposée, ce ne serait pas... Je dis juste que dans le procès en antisémitisme qui est fait à la France Insoumise depuis certains mois, eh bien, vous auriez pu faire l'économie. Oui, mais ça, c'est votre analyse politique et votre opinion. Non, mais attendez, vous voyez quand même, il y a une différence. Là, c'est une opinion politique que vous avez le droit d'avoir. Il n'y a aucune opinion. Mais c'est, bah si, vous dites, vous auriez pu faire quelque chose. Oui, on aurait pu le faire. Moi, je explique pourquoi on l'a fait, parce qu'on tenait à la définition du code pénal qui est opérationnel dans les universités aujourd'hui. Et on voulait l'utiliser parce que ça permet de poursuivre plus de gens et de sanctionner plus de faits. Par exemple, le fait qu'il y a depuis maintenant 6 mois des militants, notamment de l'UNI, qui font des saluts nazis dans les universités comme Toulouse, comme Strasbourg, comme Caen. Eh bien, ça, il n'y a évidemment non seulement jamais une ligne dans le JDD sur le sujet. En plus, les gens de l'UNI, en général, quand ils sortent leurs études, ils vont écrire dans votre journal. Écoutez, moi, j'étais pas parti pour faire une émission polémique sur ce qui est écrit dans le JDD, sur ce qui est pas écrit dans le JDD. Je voulais qu'on commente les propos du président de la République. Mais avec plaisir. Il n'en est rien puisque le président parle depuis à peu près un quart d'heure et il parle de la guerre en Ukraine et on n'a pas trop d'informations à part le fait qu'il affirme qu'il n'y a pas de cadre légal pour utiliser les avoirs russes gelés et il dit que les Européens prendront des sanctions dans les prochains jours si la Russie n'applique pas le cessez-le-feu. Voilà où on en est dans l'intervention présidentielle. Adrien Clouet, je vous remercie d'être passé par Europe 1. On a d'autres invités politiques qui vont nous rejoindre et à l'heure qu'il est, à 20h32 avec 2 minutes de retard, je laisse la parole à Maël Hassani pour le rappel des titres de l'actualité.